Alors bonsoir, je vais essayer de parler fort, mais si d'aventure quelqu'un ne m'entend pas dans le fond de la salle, signalez-vous, comme ça je hausserai à nouveau le ton. Alors donc merci à Solidarité, à Kevin et à Julien de m'avoir invité ce soir pour parler pour retracer un petit historique de l'internement administratif des étrangers en Suisse. Donc je vais commencer par un petit effort de définition sur ce que c'est que l'internement administratif du point de vue historique. Aujourd'hui, l'internement administratif, il concerne deux populations en Suisse. D'abord les étrangers, il est considéré comme une mesure de contrainte. Et puis, il concerne aussi des résidents et des résidentes du pays sous la forme des placements à des fins d'assistance, qui est, si vous voulez, un peu l'héritier de l'internement administratif comme mesure de contrainte à des fins d'assistance qui existait depuis le 19e siècle en Suisse. Alors, l'internement administratif, donc il y a l'idée d'internement. L'idée d'internement, c'est la privation de liberté, qui n'existe pas qu'au niveau administratif, mais aussi au niveau judiciaire, depuis l'entrée et à l'échelle de la Suisse, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal en 1942, puisqu'un juge peut prononcer à l'encontre d'une personne non seulement une condamnation, mais aussi une mesure d'internement. Et cette mesure d'internement, elle est censée relever la personne ou lui faire perdre les mauvaises habitudes qui l'ont poussé ou mené au crime. Donc voilà pour l'internement. Le concept d'administratif, il s'oppose au concept de pénal, donc c'est du droit administratif ou des autorités administratives qui existent en opposition, enfin qui sont contraires de ce qui pourrait être pénal ou judiciaire. C'est une dichotomie qui est fondée sur l'idée de séparation des pouvoirs. Et donc l'idée que, grâce à la séparation des pouvoirs, il y aurait une légitimité du pouvoir judiciaire à priver des personnes de leur liberté, mais cette légitimité ne serait pas aussi grande pour une autorité administrative. Donc je pense que c'est aussi des catégories qu'on pourrait questionner, puisque finalement, comme vous vous en doutez bien, les lois sont écrites par les personnes qui détiennent le pouvoir, et on n'est pas dans une justice qui est complètement dénuée de rapports de force et de rapports de pouvoir. Donc, l'internement administratif, il appartient à cette logique d'enfermement dans la gestion de la migration. Donc je pense qu'il est bon aussi de rappeler brièvement depuis quand l'idée d'une gestion de la migration par l'État existe, depuis quand la migration est considérée par l'État et par les autorités comme un problème ou comme une problématique qui mérite d'être gérée. Donc ça, c'est un processus qui est parallèle à la construction de la nation comme un corps social unifié. Donc en Suisse, comme dans beaucoup d'autres États, on procède à la construction de ce corps social national unifié par un mécanisme d'inclusion et d'exclusion. Donc d'abord une inclusion à plus large échelle, c'est-à-dire de créer une communauté qui va dépasser la commune ou un ensemble d'individus qui se connaissent pour couvrir ensuite l'ensemble du territoire. Et puis quand on fait ça, on procède aussi à l'exclusion de toutes les personnes qui ne sont pas originaires de ce territoire. Donc cette nationalisation, elle se construit aussi avec l'élaboration des droits sociaux, donc la citoyenneté masculine au XIXe siècle. Et dans un autre ensemble des droits sociaux, c'est ce qu'on appelle l'assistance. Donc les personnes qui ont le droit d'être assistées par l'État, l'État devenant un espèce de proxy de la communauté. Et en Suisse, à Genève, dans les autres cantons, en 1850, on considère qu'un étranger, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au canton. Donc pour Genève, en 1850, un Turgovien est tout aussi un étranger qu'un Français ou un Italien. Et d'ailleurs, ces personnes-là n'ont pas droit à l'assistance sur le territoire cantonal. Et si elles arrivent à une situation précaire, elles sont expulsées du canton pour être ramenées dans leur commune d'origine, même si elles n'y ont jamais vécu. Donc la précarité, à cette époque-là, donc je dirais depuis le 19e jusqu'en 1914, la gestion de la migration, elle ne se fait pas aux frontières comme on le connaît aujourd'hui, mais elle se fait à l'intérieur des frontières, donc dans la rue. Et notamment la police joue un rôle important puisqu'elle est censée identifier les étrangers qui sont sans domicile fixe, sans documents valables et sans moyens d'existence. Et de ces étrangers qui sont visés comme ce qu'on pourrait désigner comme une population flottante, je mets des guillemets, eh bien si ces étrangers tombent et ces étrangères tombent dans les mains de la police, ils et elles sont expulsés du canton. Et d'ailleurs, quand on regarde les sources, la majorité des personnes qui ont été expulsées à cette période-là le sont pour ces motifs-là, donc sans moyens d'existence, sans domicile fixe et sans documents valables.
Il y a des changements importants avec les guerres. D'abord la guerre de 1870-71, mais surtout la Première Guerre mondiale, puisque en 1917, le Conseil fédéral décide de centraliser la gestion de la migration, alors que jusque-là, elle était laissée à la compétence des cantons. Donc, il décide il crée la police fédérale des étrangers, qui va régir et définir une politique. Et toute cette construction se fonde sur le spectre de ce qu'on appelle à l'époque l'Überfremdung, donc la surpopulation étrangère, et l'idée d'un enjuivement de la Suisse, donc d'une pénétration de la Suisse par des personnes de confession juive. Il y a aussi cette idée qui est reprise à ce moment-là et qui continue jusqu'à aujourd'hui, qu'une partie des étrangers et des étrangères serait incompatible avec la culture suisse. Et cette idée-là, elle est développée, enfin le socle idéologique de cela, c'est évidemment les organisations d'extrême droite et toutes celles qui prétendent définir et défendre ce qui serait une culture suisse. Donc celles et ceux considérés incompatibles avec cette culture suisse, c'est les juifs, surtout les personnes juives de l'Est, les communistes, les anarchistes. Et voilà. Et donc... il faut encore attendre jusqu'en 1931 pour que la Suisse se dote d'une loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et qu'elle reprenne vraiment cette compétence au canton. Donc cette loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 1931, elle prévoit déjà la possibilité d'un internement d'une personne étrangère dans le cas où le refoulement ne serait pas possible, mais elle limite cette possibilité d'internement à 2 ans. Donc je pense comme historienne qu'il est toujours important de chercher les comparaisons là où on nous dit qu'il y a des ruptures, là où quand les autorités cherchent à se distancier d'un passé tout en le condamnant, c'est parfois aussi pour nous dire que maintenant les choses se sont beaucoup améliorées. Et je pense que la question du refuge, enfin le thème du refuge est particulièrement propice à ce type de comparaison. Et l'idée d'aller chercher des similitudes là où on nous dit qu'il y a des ruptures et des différences. Donc en 1945, la Suisse compte sur son territoire, donc à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse compte sur son territoire 60 000 réfugiés et réfugiées. Ce qui représente sur une population de 2,4 millions d'habitants, 1,4% de la population. Aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, donc de février 2018, la Suisse compte 32 000 réfugiés qui ont un permis B, 65 000 qui sont considérés comme dans le processus, c'est-à-dire qui sont en attente d'un permis ou en attente d'une décision, ce qui nous fait un total d'un peu moins de 100 000 personnes sur une population de 8,2 millions, ce qui représente 1,2% de la population. Or, en 1996, le Conseil fédéral a mandaté une commission indépendante d'experts pour faire la lumière sur l'attitude du pays et des autorités pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un des volets de cette recherche concerne l'accueil et le refoulement des réfugiés, des étrangers, des étrangères. La conclusion à laquelle arrivent les chercheurs et les chercheuses qui ont effectué cette étude, c'est que la barque n'était pas pleine, comme l'avaient affirmé les autorités en 1942 au moment de la fermeture de la frontière. Et il aurait été possible à l'époque d'accueillir plus de personnes. Donc à l'époque, moi j'ai parlé de réfugiés, je vais continuer de parler de réfugiés, mais il faut savoir qu'à l'époque, sur ces 60 000 personnes, une très petite partie pouvait vraiment bénéficier de ce qui était le statut de réfugié politique, tel qu'il était plus ou moins défini dans la loi de 1931, mais même là c'est pas encore très clair, on pourrait discuter. Puisqu'à l'époque, le Conseil fédéral avait délégué le fait de décider qui était réfugié politique ou non au ministère public de la Confédération, au ministère public fédéral. Et donc, une des distinctions entre politique et non politique, telle qu'elle avait été définie par le ministère public, elle consistait à exclure les personnes juives de cette catégorie des réfugiés politiques. Et finalement, le ministère public avait décidé, en bonne intelligence avec un tristement célèbre personnage qui était responsable de la division de police à l'époque, qui s'appelle Heinrich Rothmund, ils avaient décidé qu'en gros, les personnes qui pouvaient être considérées comme des réfugiés politiques, c'était à partir de 1933, c'était les hauts fonctionnaires allemands qui voulaient plus servir le Reich, les dirigeants des partis politiques de gauche, les écrivains, mais surtout pas les communistes, et évidemment et pas non plus les anarchistes et pas les personnes juives. Donc, un des chercheurs a montré que sur toute la période entre 1933 et 1945, seules 644 personnes ont pu bénéficier de ce statut de réfugié politique.
Et c'était un statut qui était intéressant à l'époque parce que c'était le seul qui n'était pas limité dans le temps, puisque les autres personnes, sur ces 60 000, les 644 moins 60 000, les autres n'étaient considérés que comme émigrants et émigrantes, et donc se voyaient octroyer des autorisations de séjour à courte durée et renouvelables. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a expérimenté sur une très large échelle l'internement administratif, puisqu'il a concerné plus de 12 000 personnes qui ont été internées dans des camps, des hôtels, des pensions devenus des homes. Donc à l'époque, les premiers camps ont pour fonction de rationaliser le refuge, c'est-à-dire de rationaliser la gestion financière du refuge, puisque jusque-là, jusqu'en 1940, quand le premier camp est ouvert, le financement de l'entretien des milliers de personnes qui étaient en Suisse était laissé aux organisations d'entraide, qui chacune, selon leur affiliation politique ou selon leur couleur culturelle, étaient censées prendre en charge les leurs. Mais ce poids est devenu trop lourd pour ces organisations, puisqu'ils devaient soutenir une population toujours plus importante, et puis que la Confédération ne donnait que très parcimonieusement. Aussi, c'est ce qui était aussi dû aussi au fait que l'État fédéral ne prenait pas de responsabilité en matière d'assistance et de soutien, puisqu'encore à cette époque, c'était les communes d'origine qui étaient censées soutenir leurs ressortissants qui étaient tombés dans une précarité économique. Donc, ça correspondait à cela, et donc la Confédération décide en 1940 de rationaliser cela en créant les premiers camps d'internement et les premiers homes d'internement. Donc on sépare les familles, on met les hommes entre 20 et 60 ans capables de travailler dans des camps de travail, les femmes, les enfants, les personnes âgées sont placés dans des homes, et les enfants de plus de 6 ans sont placés dans des familles ou dans des établissements spécialisés pour eux. Donc il y a une séparation des familles aussi. Donc, à partir de 1938, le Conseil fédéral prend aussi beaucoup plus de prérogatives sur la gestion de cette émigration. Il décide notamment que la Suisse ne sera qu'un pays de transit, que ce ne sera pas un pays d'émigration définitive pour les personnes qui cherchent refuge. Et outre les questions financières, l'isolement dans les camps, il permet aussi de limiter le contact avec la population, empêcher que cette population ne s'émeuve du sort de ces personnes qui sont venues chercher refuge en Suisse, et puis qu'elles finissent par les soutenir, empêcher de créer des liens. Et puis tout ce dispositif, il vise aussi à faciliter le départ des personnes aussitôt que ce sera devenu possible. Donc jusqu'en 1939, l'internement reste relativement peu fréquent. Il ne concerne qu'une septantaine de personnes dans tout le pays qui sont placées dans des pénitenciers. Et puis ensuite, en 1940, on va avoir le premier camp qui est ouvert dans les Grisons. Comme ce camp-là, les autres sont en général placés dans des lieux qui sont choisis pour l'isolement qu'ils peuvent offrir. C'est-à-dire on ne va jamais faire des camps dans des grandes villes, on les fait toujours dans des villages, voire des villages de montagne, dans des endroits discrets et isolés, toujours dans cette idée d'éviter le contact avec la population. Puis un autre aspect qui n'existe pas aujourd'hui, c'est que ces camps sont aussi des instruments de mise au travail de ces réfugiés. Puisque comme ils n'ont pas le droit de travailler, la Suisse leur interdit d'avoir un emploi et de gagner leur vie, ce qui soulève aussi toute la question du financement. Eh bien, dans ces camps, ces personnes sont mises au travail, sont obligées de travailler, dans l'idée aussi de contribuer au plan Valène et à l'autosuffisance alimentaire nationale. Donc parmi les réfugiés au sens large, donc les 60 000 dont je parlais avant, il y a une population qui fait nettement plus problème aux yeux des autorités. Donc c'est eux les 70 qui ont été internés jusqu'au début de la guerre, en fait, qui ont été internés dans des pénitenciers, dans des établissements pénitentiaires, notamment à Witzwil ou à Bellechasse, parce qu'ils sont considérés par les autorités comme un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Et donc le Conseil fédéral essaye de se prémunir de ces personnes. Donc on est toujours dans cette idée qu'il y a des personnes qui sont contraires ou hostiles à la culture de la Suisse. Et puis derrière cette idée repose aussi sur l'héritage de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre s'est terminée par une grève générale, et que l'interprétation des autorités de la grève générale de l'époque, c'est que en fait c'était
c'était le résultat de menées étrangères, d'agitation de personnes venues de l'étranger, que c'était pas du tout l'idée des Suisses de faire cette grève générale. Alors évidemment, cette interprétation, elle repose sur une fiction, mais elle est néanmoins dans l'esprit des autorités pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, ces anarchistes et communistes sont clairement identifiés comme hostiles à la culture et à la Suisse. Et puis, dans les années 30, avant le début de la guerre, quand les polices cantonales les identifiaient dans l'espace public, ce qu'ils n'avaient pas tellement de mal à faire parce qu'ils étaient très aidés par les dénonciations, et puis aussi parce que beaucoup de ces réfugiés étaient germanophones, mais ils ne maîtrisaient pas le suisse allemand. Donc dans les rues de Zurich ou de Berne, c'était assez visible qu'une personne n'était pas du pays. Donc dans les années 30, ces personnes, quand elles tombaient dans les mains de la police, elles étaient expulsées du pays. Mais à partir du début de la guerre, on considère que ce traitement est trop dur, et puis aussi parce que les soutiens de ces réfugiés avaient trouvé les moyens de faire entendre que c'était un traitement injuste et qu'ils allaient à la mort. Et d'ailleurs, les expulsions étaient particulièrement injustes au sens du droit, puisque la plupart d'entre eux pouvaient faire état de persécutions politiques, et beaucoup d'entre eux avaient, notamment en Allemagne, été internés dans des camps de concentration à partir de 1933 et après l'incendie du Reichstag. Donc ils correspondaient à cette définition de réfugiés politiques, mais comme ils étaient considérés comme dangereux, on ne leur octroyait pas ce statut. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc après 1940, après 1939, on décide de les interner d'abord dans des établissements pénitentiaires, donc dans des prisons, jusqu'à la création du premier camp spécial pour réfugiés dits dangereux, qui sont placés sous le contrôle du ministère public fédéral et qui sont internés dans un camp d'abord au Tessin, enfin dans 2 camps successifs au Tessin, puis ensuite dans un camp dans le Jura à partir de 1944. Alors, je vous invite à prendre les documents que j'ai distribués. Je pense qu'ils peuvent être... Tu veux aussi, Clément ? Oui. Donc la première page, c'est une bibliographie. Si vous êtes intéressé, il y a des liens internet aussi pour ce qui est en ligne. Donc la deuxième page, c'est un document qui vient des archives fédérales suisses. Et c'est en fait le premier document qui m'a invité à m'intéresser à cette question des internés politiques en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la première ligne, vous voyez que c'est... ils expliquent qu'à Basse-Cour sont internées seulement les personnes... c'est seulement des étrangers et il n'y a pas de citoyens suisses. Donc, pas est souligné. Déjà, je pense que ça, à l'époque, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Pourquoi on parle d'internés qui ne sont pas suisses et m'inciter à aller voir qui étaient ces internés suisses, puisqu'on se prend la peine de préciser, ça veut dire qu'il y en a d'autres, en fait. Et j'avais pas eu ce réflexe à l'époque. Et puis ensuite, si vous regardez la liste des personnes, donc vous voyez la dernière colonne, ça veut dire le dernier domicile. Puis là, vous voyez que des noms de villes. Bâle, Genève, Saint-Gall, Zurich, surtout Zurich d'ailleurs. Donc pour montrer aussi que l'idée de l'internement dans ces camps, le fait de ne pas les mettre dans les villes, c'était aussi pour que ces personnes soient coupées des contacts de leur réseau de soutien. C'est-à-dire que ce soit plus possible d'entretenir régulièrement des contacts avec leurs camarades suisses, parce qu'il y avait des camarades suisses qui leur avaient permis d'échapper à la police pendant un certain temps, qui leur avaient offert un foyer, et puis des moyens de subsistance pendant tout le temps où ils avaient pu rester cachés en Suisse. Et puis si vous regardez la colonne du milieu, Stadt, vous voyez qu'il y a une majorité d'Allemands, quelques Espagnols, quelques Italiens, et qu'en fait le camp ne se retrouve jamais dans une région germanophone de la Suisse, aussi pour ces raisons-là, dans l'espoir que cet isolement linguistique allait aussi isoler socialement les réfugiés. Et puis enfin, vous voyez aussi que sous la colonne Beruf, c'est-à-dire profession, on a affaire principalement à des gens qui appartiennent au milieu ouvrier. Et puis vous voyez aussi à la fin les 3 personnes qui sont citées, Lagerleiter, Lagerhilfsleiter, c'est les 3 personnes qui font partie de l'administration du camp. Donc ces camps n'étaient pas gardés ou surveillés par énormément de gens, puisqu'on n'y travaille qu'un Meyer, le cuisinier du camp. En plus, c'est pas un fonctionnaire fédéral, c'est un interné aussi. Donc en fait, il y a en gros deux Des capots. Pardon ? C'est des capots. Non, c'est pas des capots. Non.
Et puis en plus dans ce camp-là, il y avait une organisation interne au camp qui faisait que les internés qui faisait que la communauté du camp votait qui pourrait accéder aux fonctions qui étaient attribuées comme secrétaire du camp ou cuisinier. Donc c'était décidé collectivement. Et puis ils avaient un rôle aussi à jouer à l'intérieur de l'organisation du camp. Donc là, dans ce camp-là, pas de capot. Mais voilà. Donc peut-être en conclusion, 2 mots. Donc, il y a certains principes qu'on retrouve dans ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, dans l'histoire que je vous ai exposée jusque-là, et qui existent toujours en fait en Suisse maintenant. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bruit et beaucoup de contraintes et beaucoup de limitations et beaucoup d'interdits pour une population qui finalement n'est pas si importante que ça en termes numériques et en termes relatifs par rapport à l'ensemble de la population de la Suisse. Et puis que le poids de qu'il y a un poids très fort de l'extrême droite dans les discours, et que ce poids de l'extrême droite, il n'est pas contré par les autorités, c'est-à-dire que les autorités n'opposent pas de démenti à ces constructions et à ces représentations qui sont formulées par l'extrême droite, que la Suisse se définit toujours comme un pays de transit, qu'elle ne se voit pas comme un espace où des personnes pourraient venir vivre et y prolonger leur existence. Et puis qu'il y a toujours cette stratégie d'isoler des personnes pour mieux les refouler, dans l'idée qu'elles ne pourront pas développer des contacts avec la population ou avec un réseau de soutien. Et puis ça se fait, quitte même à ne pas respecter certains grands principes qui sont formulés et reformulés par les autorités par ailleurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci à Alix pour cette présentation. Je vais aussi essayer de parler fort pour cette présentation que je vais chercher à compléter en vous présentant à mon tour une généalogie des formes d'enfermement administratif d'étrangers telle qu'elle s'est faite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là où on s'est arrêté avec Alix, jusqu'à aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais brièvement revenir sur le titre de cette conférence, afin de vous faire mieux comprendre l'intérêt qui fonde ma recherche. Enfermer des innocents, c'est un titre qui interpelle. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la Suisse enfermerait des innocents ? La Suisse n'est, à ce que je sache pas, un régime dictatorial qui procéderait à des détentions arbitraires, et donc il devrait y avoir des bases légales sur lesquelles se fondent les pratiques dont on va parler ce soir. Il n'y a pas eu non plus récemment ou de nombreux, rapports des Nations Unies sur des violations des droits de l'homme que la Suisse aurait effectuées dans les centres de détention administrative. Et donc, ces pratiques doivent être compatibles, en tout cas dans une certaine mesure, avec le régime des droits humains et notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, ce qui est intéressant de chercher à comprendre plus précisément, c'est ce qui fonde la légitimité de la pratique de la détention administrative en Suisse. Dans nos sociétés modernes, comme Max Weber l'avait postulé il y a déjà ça un certain temps, c'est une rationalité légale qui fonde la légitimité de l'exercice du pouvoir. Et donc, il va être intéressant de voir comment cette rationalité, elle est construite et négociée par les différents acteurs de la sphère étatique, qu'ils soient au Parlement, au sein de l'administration, des partis ou encore du pouvoir judiciaire. Et cela peut être effectué en analysant les bases légales. Il y a des protestations, je vois déjà. On peut chercher à comprendre et analyser cette construction de la légitimité d'une pratique en analysant les bases légales sur lesquelles reposent ces pratiques, ainsi que les arguments politiques qui sont employés pour justifier l'introduction de ces bases légales. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire dans le cadre de ma thèse de doctorat, lorsque je travaillais en tant que sociologue au Centre de droit des migrations de l'Université de Neuchâtel. J'ai récemment soutenu cette thèse, et je dois dire que je suis
heureux d'avoir l'occasion de partager certains résultats de cette recherche à un public qui soit un peu plus vaste que celui du monde académique. Je remercie donc le groupe Migration de Solidarité Genève pour l'invitation qui nous a été faite. Et j'espère que cette présentation vous sera utile dans la mesure où comprendre la manière dont une politique est légitimée devrait aussi offrir plus de moyens pour pouvoir contester cette politique. Donc maintenant que j'ai commencé par poliment remercier les organisateurs de cette conférence, je vais me permettre de critiquer certains points aussi, notamment sur le flyer et dans le titre qui nous a réunis ce soir. J'ai fait pendant 5 ans de l'analyse de discours, donc on n'en sort pas indemne d'une certaine manière. Et c'est peut-être pour vous rassurer, je suis tout à fait d'accord avec le fond de ce qui est exprimé, mais je trouve qu'il est intéressant de revenir un peu sur l'utilisation des mots qui sont employés et des arguments pour essayer de mettre un peu de clarté dans un débat où souvent il y a des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, qui sont mélangées les unes avec les autres. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'administration enferme-t-elle, ou disons c'était ça le titre de la conférence, enfermer des innocents. Et avec ce titre d'innocents, d'une certaine manière, j'ai l'impression que quand on parle de détention administrative ou d'enfermement administratif, la question d'être innocent ou pas n'est pas tellement en fait l'enjeu de la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Fernand Melgar, Vol spécial, où il y avait eu un Camerounais qui était on pourrait dire le personnage principal un des personnages principaux, disons, de ce film. Et puis donc Fernand Melgar l'avait pris en amitié. Du coup, un peu la population suisse l'avait pris en amitié. On s'est dit mais c'est horrible, comment ça se fait qu'une personne comme ça puisse être enfermée pendant si longtemps juste pour être envoyée et ce genre de choses. Et puis tout d'un coup, il y avait eu des révélations comme quoi ce requérant d'asile camerounais, en fait, aurait commis des infractions ici, des infractions à la loi sur les stupéfiants. Et tout d'un coup, c'est comme si ça légitimait, en fait, le fait qu'on ait utilisé la détention administrative pour le renvoyer. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a une confusion. C'est parce que la détention administrative, elle n'est pas là pour punir des comportements répréhensibles, des comportements sanctionnés par le droit pénal. Elle est là pour procéder à l'exécution des renvois. Donc il y a déjà un niveau. Et puis, lorsqu'on lisait le petit flyer qui a été publié, on voit que la détention administrative ou rétention administrative, comme elle a été appelée, je ne sais pas très bien pourquoi, donc que cette détention administrative serait un traitement punitif inhumain qui serait là qui existerait en Suisse depuis longtemps pour enfermer des personnes au comportement socialement déviant. Et en fait, c'est pas tellement non plus l'enjeu en tout cas de la détention administrative en Suisse. C'était le cas de l'internement administratif au vu de l'assistance qu'a brièvement mentionné Alix, qui donc pouvait être pratiqué sur des citoyens suisses, et qui l'a été jusque dans les années 80. Ça a été supprimé en 1981. Mais depuis, il y a eu des excuses publiques, en fait, à répétition, de la part de différents conseillers fédéraux, à commencer par Edwin Wimmer-Schlumpf en 2010. Il y a eu des émissions de télé qui dénonçaient ça, les barreaux de la honte. Il y a eu maintenant une commission d'experts indépendants, d'où nous avons ici une des membres, qui a, disons, voulu revenir sur ce qui a été considéré comme une période sombre de cette histoire de la Suisse. C'est pas pour dire que, comme l'a suggéré Alix, qu'il n'y a pas des liens entre cette pratique historique, disons, qui a été arrêtée en 1980, et ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur ces liens et se poser effectivement justement la question, est-ce que ce qui à l'époque disons, ce qui aujourd'hui n'est plus considéré comme légitime pour les citoyens suisses, est-ce que ça le serait encore pour des ressortissants étrangers ? Donc on peut
On peut s'interroger là-dessus, mais il n'empêche qu'il ne faudrait pas négliger en fait ou cacher les différences fondamentales, je dirais, qu'il y a entre cette forme d'internement administratif pour les citoyens suisses et le régime d'enfermement des étrangers tel qu'il est né dans les années 80 en fait en Suisse. Ces différences, elles ont lieu en particulier sur les fonctions que devrait servir cette pratique, cette forme de détention, ainsi que sur les modes de légitimation de cette forme de privation de liberté. Et du coup, à mon avis, si on arrive en tant que militant et qu'on proteste contre la détention administrative en disant qu'elle ne devrait pas être utilisée pour punir des migrants, ça pourrait peut-être fonctionner auprès d'une certaine frange de l'opinion publique ou de la population, mais le risque, c'est que auprès de sphères étatiques, d'une certaine manière, ou de politiciens ou de l'administration, on vous dise gentiment, mais vous n'avez pas compris, en fait, la détention administrative, elle n'est pas du tout là pour punir les migrants, elle est là pour faciliter et rendre possible le renvoi, permettre l'exécution du renvoi de ces étrangers. Et l'argument actuel qui est employé, on pourra en discuter quand même assez pervers, mais qui est là, c'est que en fait, de pouvoir avoir accès à la détention administrative des étrangers, c'est pour donner les moyens nécessaires à l'exécution des décisions de renvoi et pour sauvegarder la crédibilité du droit d'asile et au final pour garantir la protection des vrais réfugiés. Et donc, quand on a des pratiques coercitives de ce type qui sont légitimées au nom de la sauvegarde du droit d'asile et de la protection des vrais réfugiés, quand ces arguments sont en plus défendus par des ministres socialistes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, comme la ministre Sommaruga, ou par des directeurs de l'ODM qui sont d'anciens juristes de chez Caritas, comme Mario Gattiker, eh ben, ça devient un petit peu compliqué à contester, à mon avis. Le SEM, oui, c'est le secrétariat, j'ai dit ODM encore, voilà, le secrétariat d'État aux migrations. Maintenant, c'est un nom encore plus sérieux. Et donc, à mon avis, il est intéressant de chercher à comprendre comment est-ce que cette détention administrative en Suisse, elle est née, la manière dont elle a évolué, quelles sont les bases légales et encore une fois, la manière dont elle a été légitimée. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Alors, on va pouvoir finalement commencer à répondre à cette question, en espérant qu'il me reste encore un petit peu de temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on enferme des étrangers au titre d'une décision administrative ? Et on va analyser ça, cette réponse, elle va être avec une composante historique, où on va chercher à comprendre l'évolution de cette pratique depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que pour simplifier les choses, j'aurais été tenté de commencer en 1986, date de l'introduction de la première forme de détention administrative en vue du renvoi. Mais l'idée, c'était de remonter aux origines de cette pratique, et je trouve que ça fait effectivement particulièrement sens, puisque d'après mon analyse, à partir de 1994, avec l'introduction de la loi sur les mesures de contrainte, il y a une sorte de mixte, un amalgame un peu indigeste qui se fait dans les mesures d'enfermement administratif entre cette ancienne mesure qu'on avait, qui était celle de l'internement, et cette nouvelle mesure qui est celle de la détention administrative d'étrangers. On va y revenir. Donc pour commencer avec le commencement, l'internement administratif, Alix nous en a parlé, c'était une base légale, il y avait une base légale déjà dans la LSE, la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers qui date de 1931, l'article 14 qui dit que l'étranger dont le refoulement est impossible peut être interné et il limite cette durée maximale à 2 ans.
ça devient de plus en plus fort derrière, ou bien c'est moi, vous m'entendez toujours, tout va bien, ok. Peut-être que j'arrête de crier, c'est peut-être que moi qui commence à parler plus fort. Ça va, ok, merci. Donc, en fait, avec cette mesure d'internement, le cas c'était que quand une personne ne pouvait pas être renvoyée et qu'elle représentait une menace, alors on pouvait l'interner au titre de cet article 14 de l'internement. Et on pourrait dire que c'était bien... Non, on va pas dire que c'était bien pratique. Mais en fait, la menace, dans ce cadre-là, comme nous l'a montré Alix notamment, la menace, elle découlait en bonne partie du contexte exceptionnel dans lequel, en tout cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, la menace découlait du contexte exceptionnel dans lequel se trouvait la Suisse, c'est-à-dire une guerre mondiale avec tous les pays voisins qui sont en guerre autour, et puis elle pouvait dériver aussi de l'appartenance politique de certaines personnes, voilà, les communistes, ce genre de choses. À la fin de la guerre, en fait, il y a un certain, on pourrait dire, assouplissement dans la pratique de l'internement qui ne donne plus systématiquement lieu à une forme de restriction ou de privation de liberté. Il y a une modification de la LSE en 1949, puis une ordonnance sur l'internement en 1968 qui précise que dans le cas où la personne, le ressortissant, ne représente pas de menace, alors la mesure d'internement ne viserait qu'à régler le statut de la personne ne pouvant pas être renvoyée. En fait, en 1986, cette mesure d'internement qui ne donne lieu à aucune forme de restriction de liberté, on parle d'internement en placement libre, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Donc on va commencer à l'appeler, en fait c'est ça qui va donner lieu au statut d'admis provisoire, dont vous avez, je pense, tous entendu parler. Et parallèlement à ça, il sera finalement précisé dans la loi, toujours lors de cette révision de 1986, que ce sera seulement les personnes qui représentent une menace pour la sécurité publique ou une menace grave à l'ordre public qui pourront être internées, qui pourront être enfermés au titre de l'internement. Donc on a cet article, l'article 14C de la LSE en 1986 qui dit « L'Office fédéral de la police interne un étranger dans un établissement approprié s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la sûreté intérieure d'un canton ou B, s'il met gravement en danger l'ordre public par sa présence. » Et donc on a une mesure qui est très claire, c'est une personne qu'on ne peut pas renvoyer, une personne qui représente une menace, eh bien on peut employer l'internement à ce moment-là. Et en fait c'est durant cette même révision de la LSE de 1986 qu'est introduite dans le droit des étrangers la première forme de détention administrative des étrangers en tant que telle, et ça s'appellera la détention en vue du renvoi. Et donc cet article précise que si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger est exécutoire, et s'il y a de fortes présomptions que celui-ci entend à se soustraire au refoulement, il peut être mis en détention. Mais en l'occurrence, cette détention, elle ne peut pas durer plus que 30 jours. Donc en gros, c'est ce que je pourrais qualifier de la première phase, cette première phase de la détention administrative ou de l'enfermement des étrangers en Suisse, où on a deux mesures qui sont très clairement distinctes. D'une part, l'internement des étrangers qui peut durer jusqu'à 2 ans pour des personnes qui représentent une menace, et de l'autre part, la détention en vue du renvoi qui, elle, peut être prononcée seulement pour des personnes dont le renvoi est exécutoire, donc qui devaient être renvoyées incessamment, mais dont on a peur juste au moment où l'exécution du renvoi peut être effectuée, qu'ils disparaissent. Et donc, on a une mesure qui permet une détention qui devrait être très courte, puisqu'elle peut être prononcée d'abord pour 48 heures et prolongée au maximum à 30 jours. Donc voilà, une forme de détention pour les personnes qu'on ne peut pas renvoyer et une personne qu'on va renvoyer et qu'on a peur qu'ils disparaissent. Et en fait, en 1994, avec l'introduction de la loi sur les mesures de contrainte, dans un contexte qui est bien particulier, c'est celui d'un débat, d'une polémique sur l'implication des requérants d'asile sur les scènes ouvertes de la drogue dans le canton de Zurich. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent ou ont entendu un petit peu parler.
c'est là où on commence à avoir un imbroglio, en fait, entre ces deux mesures qui, à la base, étaient clairement distinctes. Il y a une chose aussi, c'est qu'à ce moment-là, donc en 1994, en même temps que l'introduction de la loi sur les mesures de contrainte, qui donnera à la Suisse tout un arsenal législatif pour détenir administrativement des étrangers, en même temps qu'on introduit ça, on supprime l'internement administratif, l'internement, étant donné qu'il est considéré comme n'étant plus compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui, elle, l'article 5, permet la détention de personnes qui sont en cours de renvoi, en cours de procédure de renvoi. Et donc un article qui dit que ces personnes ne peuvent pas être envoyées mais représentent une menace, c'est plus du tout, c'était déjà pas depuis un certain temps, mais là ils voient que c'est trop gros et qu'ils vont supprimer cette mesure. Mais en même temps, on a tout cet arsenal de mesures qui sont de la détention administrative au sein des mesures de contrainte qui font une sorte de mixte entre ces deux mesures. Les manières que je vois de prouver ce mix, d'une certaine manière, qui se fait, en premier, c'est le contexte dans lequel a lieu cette introduction de la loi sur les mesures de contrainte, qui mélange d'une part les questions de sécurité publique en l'occurrence, avec la question du trafic de drogue de la part de certaines catégories d'étrangers, notamment des requérants d'asile. Donc un contexte qui mêle les questions de sécurité publique aux questions d'asile et de renvoi. Une deuxième chose, c'est la multiplication des motifs de détention, qui seront alors inclus dans cette loi sur les mesures de contrainte et qui engloberont des motifs sécuritaires, mais aussi des motifs liés à des comportements abusifs comme des demandes d'asile abusives ou des refus de collaborer. Et enfin, c'est la multiplication, en l'occurrence par 12, de la durée maximum de la détention qui peut être faite à l'époque. À l'époque, c'était 30 jours qu'on pouvait. Donc en 1986, c'était un article qui permettait une détention pour des personnes qui pouvaient être envoyées de seulement 30 jours. Et maintenant, la détention, elle passe de 30 jours à une année. Et elle permet aussi de détenir des personnes pour lesquelles une décision de renvoi n'a pas encore été prononcée. Donc on voit vraiment qu'il y a une sorte de mixte entre ces deux mesures. On supprime l'internement, mais en même temps, on le réintègre un petit peu par le coude ou sous le coude, sous la table, au profit de ce débat, de cette polémique sur la question de la criminalité des requérants d'asile, à l'intérieur de cette loi sur les mesures de contrainte. Et on arrive d'une certaine manière à la troisième phase, qui est avec l'introduction de la loi sur les étrangers, qui sera entre 2001 et 2004, qui entrera en vigueur en 2008, où là, il y a comme une... déjà, la durée de la détention, à ce moment-là, elle doublera, donc on passe d'une année à 24 mois finalement. Et il y a un motif de détention qui était déjà là avec l'introduction des mesures de contrainte, mais qui devient de plus en plus important. C'est ce que j'appellerais, moi, un objectif disciplinaire de la détention, avec notamment l'introduction d'une mesure qu'on appelle la détention pour insoumission, qui permet de détenir des personnes, en l'occurrence pour 2 ans, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit, ou si elle ne peut pas être exécutée en raison de son comportement. Et donc on voit que la détention, elle commence à être de plus en plus explicitement et ouvertement utilisée comme un moyen de dissuasion, un moyen de contrainte, comme c'était déjà un peu le cas avec ce titre, ou disons un moyen disciplinaire pour forcer les requérants d'asile qui sont dans le cadre d'une procédure d'asile à se soumettre à la décision de renvoi qui leur incombe. Et ce qui est étonnant aussi, d'une certaine manière, en 2008, la question de la criminalité des requérants d'asile, elle disparaît un petit peu. C'est comme si elle avait été utile pour augmenter drastiquement la durée et les motifs, mais qu'après, au bout d'un certain temps, on n'en avait plus vraiment besoin d'utiliser. Et là, le seul motif et la seule justification, c'est il faut procéder au renvoi et il nous faut des mesures qui soient assez dissuasives pour que ces personnes quittent d'elles-mêmes. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ce doublement de la durée maximale de détention qui a lieu en 2008, alors même qu'il y avait un rapport
de la part du Parlement qui disait que plus la durée de la détention grandissait, moins les chances de renvoi étaient longues. Et donc là, on a une citation de l'ancien conseiller fédéral Blocher de l'époque qui disait « Le but de l'exercice n'est pas que les personnes restent jusqu'à la fin de cette période, donc des 2 ans qu'ils proposent d'inclure, mais il consiste plutôt à ce que les personnes partent plus tôt parce qu'ils savent qu'ils peuvent rester si longtemps en détention. » Donc on voit vraiment cette logique de vouloir avoir un instrument qui soit assez effrayant, assez fort pour que les gens se disent « Ouh là là, mais si je n'obtempère pas, si je ne collabore pas, si je ne me soumets pas à cette décision de renvoi, ils peuvent me détenir pendant aussi longtemps. » Voilà, je vais m'arrêter ici pour juste avant quelques mots pour la conclusion. On pourrait encore ajouter que cette détention de 24 mois a été réduite à 18 mois suite à la transposition de la directive retour dans le droit suisse. Et puis il y aurait tout le chapitre de la détention Dublin qui pourrait être traité, que je n'ai pas traité dans ma thèse et que je pense qui demanderait une présentation à part, mais qui est effectivement très utilisé à l'heure actuelle. Alors disons juste pour conclure, s'il me reste 2 minutes, voilà. Donc en fait, on voit que la loi et le discours des politiques semblent particulièrement orientés vers un recours de ce que j'appellerais une fonction disciplinaire de la détention administrative. Mais il pourrait être intéressant de se poser la question dans quelle mesure est-ce que ça se passe aussi dans la pratique. J'avais présenté ces résultats il y a déjà quelques années auprès de nombreux experts sur la détention administrative en Suisse. Et d'une certaine manière, ils n'avaient pas été tellement impressionnés par ce que je considérais comme une tendance alarmante en termes d'augmentation de la durée maximale de détention ou des motifs, étant donné qu'ils disaient « mais écoutez, au final, pourquoi est-ce que vous vous énervez ? La durée moyenne de détention, elle est inférieure à 1 mois. » Et c'est toujours le cas encore à l'heure actuelle, en 2016, c'est 25 jours en moyenne. Ça cache cette moyenne qu'il y a des durées, des différences énormes. Il y a de très nombreuses durées de détention qui sont très courtes et en même temps, il y a certaines détentions qui sont aussi très longues. Mais disons qu'on parle en moyenne, c'est moins d'1 mois, on se dit voilà, il n'y a pas trop de quoi se faire de soucis. Et puis aussi la fonction dissuasive, quand on parlait au canton roman notamment et qu'ils avaient que 25 places de détention administrative pour 3 cantons, ils disaient la fonction dissuasive elle est quand même relativement limitée. Mais donc à l'heure actuelle, à l'heure où d'une part on a tout l'arsenal législatif qui permettrait d'utiliser cette détention sous cette forme disciplinaire, et à l'heure où maintenant on est justement en train de parler de l'agrandissement des constructions, de l'augmentation du nombre de places de détention administrative, il serait à mon avis particulièrement judicieux d'être attentif et d'une certaine manière préparé aux mutations de l'usage de la détention administrative qui pourrait avoir lieu ou qui a déjà commencé à avoir lieu en Suisse, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Parce que d'une certaine manière, le problème avec cette fonction disciplinaire de la détention administrative, c'est que contrairement à une détention qui ne vise que à empêcher la disparition des personnes, chose qui pourrait aussi être faite à travers l'utilisation de mesures alternatives comme l'assignation à résidence, éventuellement même les bracelets électroniques, cette fonction disciplinaire de la détention administrative, elle demande une utilisation, un recours beaucoup plus accru pour des périodes beaucoup plus grandes. Et donc, il y a un véritable risque que la détention, si elle commençait à être utilisée de cette manière, qu'on voie cette pratique accroître et pulluler, et d'une certaine manière, ce qui serait rendu possible par la construction, et ce qui est comme un signe peut-être, de la construction de ces nouveaux bâtiments. Donc il semble qu'il est difficile de contester encore à l'heure actuelle la compatibilité de cette fonction disciplinaire, étant donné qu'elle semble pouvoir s'inscrire dans le droit international, la CEDH ou la directive retour. Mais je pense qu'il pourrait être intéressant, comme c'est le cas aujourd'hui, de soulever un débat public sur quelle est l'utilisation
de moyens, de contraintes aussi restrictifs au niveau de la Suisse? Enfin, quelle est l'utilisation que la population, en fait, que les citoyens seraient d'accord de faire sur ce type de mesures? Voilà, je vous remercie beaucoup.